bonsoir à toutes et à tous et merci de m'avoir invité pour présenter un cas concret concernant un territoire que je vous présente très rapidement sans rentrer dans le détail des populations, mais pour bien montrer que c'est une problématique qui a déjà été prise en compte par nos prédécesseurs, puisque cette année, nous fêterons les 100 ans du premier syndicat s'occupant de l'eau potable sur notre territoire. Donc aujourd'hui, la gouvernance est portée par la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud, dont je suis le vice-président en charge de la ressource en eau, comme vous l'avez indiqué. Et notre responsabilité est de fournir à toute la population de l'eau potable 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 toute l'année. Je commencerai par vous dire que l'eau est vitale pour chaque être. Et actuellement, nous comptons environ 40 000 habitants sur l'ensemble du territoire du Pays Bigoudin Sud. Et pour bien faire fonctionner la distribution, nous avons ouvert un marché public et transmis cette charge à un délégataire de service que l'on retrouve d'ailleurs sur l'ensemble du territoire français, qu'il soit métropolitain ou ultramarin. Ainsi, chaque année, nous prélevons 3 millions d'eau dans une retenue que nous avons créée en 1976 en établissant un barrage sur une zone humide. Et donc, ce plan d'eau s'appelle le Moulin Neuf. Nous l'avons appelé le Moulin Neuf parce qu'à proximité, il y avait des moulins. D'ailleurs, les propriétaires de ces moulins ont conservé leur droit d'eau comme il est d'usage. Et cette eau potable, nous la faisons transiter par la rivière de Pont-l'Abbé vers une usine que nous avons construite et qui est d'ailleurs l'une des plus modernes du Finistère. La retenue du Moulin Neuf est issue du ruissellement des eaux de pluie. Et c'est la seule ressource en eau de notre territoire, bien que nous soyons entourés par l'océan Atlantique. Et elle est alimentée par deux principaux cours d'eau, la rivière de Pont-l'Abbé d'une part et le ruisseau du Lanverne d'autre part. Donc voilà pour une présentation rapide de la manière dont nous pouvons récupérer l'eau et la distribuer à destination de chaque foyer, voire de l'hôpital local, parce que nous avons un hôpital. S'agissant de la période que nous venons de traverser, c'est vrai que le phénomène était exceptionnel, mais il tendra malheureusement à se répéter, bien que le niveau de la retenue soit descendu très très bas. Habituellement, et c'est le cas actuellement, nous avons 1 400 000 m3 d'eau. Là, nous étions descendus aux alentours de 400 000 m3, sachant que dans ce cas-là, la qualité s'amoindrit évidemment. Mais il n'y a pas eu de rupture dans la distribution sur notre territoire, contrairement à des voisins des Monts d'Arrée qui, eux, malheureusement, ont connu cette pénurie. Donc, ce défi a été relevé grâce à une bonne gestion de la part des équipes, dont le délégataire, qui fait fonctionner l'usine de Bringal. Et cette usine est parfaitement dimensionnée et peut produire 1000 m3 par heure. Donc, nous avions su anticiper au niveau des lâchers, puisque nous avions remonté une espèce de bardage pour contenir le maximum d'eau à partir du mois d'avril, puisque l'hiver avait été non pluvieux, et donc il fallait absolument anticiper ce que nous devions conserver dans la retenue. Donc, fin août, nous étions quand même en situation délicate, mais nous avions une capacité jusqu'à mi-septembre. Puis la pluie est lentement revenue, je dis bien lentement, c'est vrai que nous étions quand même sous restriction, il y avait un arrêté préfectoral qui fixait bien cette restriction. Et cette situation est restée sensible puisque le mois d'octobre a été particulièrement chaud et peu pluvieux également.
Comment avons-nous fait face? Nous anticipions déjà ce phénomène, et nous avons engagé d'importants travaux depuis l'année 2022. Les premiers concernent la construction de bâches de stockage à proximité du château d'eau, puisque bien évidemment, l'ensemble du territoire est porté par un énorme château d'eau qui est au point culminant de notre territoire. Et pour prévenir donc la rupture d'une éventuelle distribution, nous avons prévu de réaliser des bâches de stockage. Elles sont actuellement en cours de construction et seront livrées début 2024 avec des essais au printemps 2024. Donc, les seconds portent sur le déplacement de la prise d'eau afin de limiter les pertes en eau brute destinées à l'eau potable, puisqu'actuellement, c'est par lâcher successif au niveau du barrage que l'eau transite au travers de la rivière et est prélevée 1,5 km plus bas. Donc, il y a forcément, en période estivale notamment, une évaporation forte et une grosse perte d'eau. Nous évaluons cette perte à environ 1 mois de consommation sur l'ensemble du territoire. Nous devons aussi, par anticipation, tenir compte de l'évolution des populations, en bien évidemment entretenant et construisant des réseaux en parfait état, sachant que nous avons un bon état des réseaux, puisqu'ils ne fuient pas à 90%, sachant que la moyenne nationale est de 80% et que dans certains territoires, on descend encore bien plus bas. Donc, chaque année, nous investissons tout de même entre 1,5 et 2 millions d'euros pour entretenir nos 800 km de réseau. Avons-nous des besoins? Écoutez, j'ai envie de dire oui. Il faut apprendre quotidiennement. J'avoue que c'est un sujet passionnant que je ne connaissais pas du tout il y a encore 3 ans de cela, mais c'est à la suite de l'élection en tant que vice-président que j'ai pris connaissance de cela. Ceci étant, comme tous les élus, il m'appartient de suivre très régulièrement des conférences, notamment celles portées par les associations d'élus. Je citerai l'ANEL, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'Association nationale des élus du littoral. Je citerai les intercommunalités de France, je citerai l'Association des maires de France. Et pour prendre un exemple, dès 2015, à l'ANEL, j'ai eu la chance de vivre une conférence porté par Gilles Boeuf, que vous connaissez certainement, puisqu'il a dirigé le Muséum national de Paris. Et dès 2015, Gilles Boeuf nous annonçait le changement climatique. J'avoue d'ailleurs avoir pu l'observer à titre personnel, puisque je pratique la pêche en tant qu'amateur. Et il y a 2 ans, j'ai pu pêcher une rascasse à la pointe de Pinmar, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et Gilles Boeuf nous disait, vous verrez, la végétation montera moins rapidement du sud vers le nord, mais les êtres vivants, si. Et c'est vrai qu'on observe aujourd'hui des insectes que nous n'avions pas encore vu sur le territoire. On observe bien évidemment les poissons, comme je vous le disais. Donc, c'est vrai, il y a tout un tas de phénomènes qu'il nous avait décrits il y a 8 ans de cela, que l'on peut observer, sans oublier la montée de l'océan, parce qu'il nous l'avait aussi décrit. Mais nous sommes également entourés par les différents services institutionnels, les services de l'État, bien évidemment, les services du département, puisqu'il y a un service de l'eau potable, et les services de la région. Pour prendre 2 exemples, la semaine dernière était organisé sur Rennes un carrefour sur l'eau. C'est vrai que l'on rencontre tout type de professionnels qui permet d'apporter des éclairages supplémentaires. Et pour prendre l'exemple précis de la période de sécheresse estivale 2022, nous étions réunis, chaque responsable de territoire finistérien,
à la préfecture environ tous les 8-10 jours, de manière à faire le point sur la situation de nos réserves et notre capacité à distribuer de l'eau potable, mais également pour faire un point météorologique. Et à ce moment-là, la directrice de Météo France pour le Grand Ouest nous faisait un point et une anticipation à 3, 4, 5, 6, 7 jours au grand maximum. Donc, nous étions en capacité de mesurer ce que nous pourrions distribuer ou pas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos interrogations. C'est vrai que je me tiens à disposition pour les questions qui vont venir, mais je dois dire que c'est un sujet, comme je l'ai dit, vital, qui mérite la vigilance de tous les instants, puisque nous ne sommes pas à l'abri non seulement d'un manque d'eau, mais d'une pollution. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout état de cause, je me tiens encore à votre disposition et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jean-Louis. Si je pense que c'était clair, on reviendra sur les questions tout à l'heure après la présentation d'Agnès. Serge, tu peux faire la petite introduction? Oui, bonjour à tous, je prends le relais. Alors donc, Agnès Tuchard, elle est directrice de recherche au CNRS, dans le laboratoire qui s'appelle METIS. METIS, ça veut dire milieux environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols. Alors, juste avant d'introduire les questions que je vais moi aussi lui poser et auxquelles elle va nous répondre pour une dizaine de minutes aussi, je vais faire juste un rappel très rapide concernant la sécheresse météorologique, puisqu'elle nous parlera, elle, plutôt des ressources dans le sol, et donc de la sécheresse météorologique de l'été dernier. Alors, donc, pour ça, je vais simplement m'appuyer sur un des constats qui ont été faits sur le site de Météo France, et donc reprendre presque les mêmes termes. Donc, on a effectivement connu une sécheresse historique qui a concerné la majeure partie de la France. Sur les 3 mois d'été, le déficit a été estimé à 25% à l'échelle nationale. Alors, c'est une situation qui est inédite et qui n'avait de probabilité de se produire qu'une fois tous les 25 ans en moyenne. Et concernant la superficie, elle a été plus étendue que les sécheresses de 1976 et de 2003. Alors, donc j'en viens directement aux questions. Donc, j'enchaîne avec une question sur les ressources en eau pour Agnès. C'est justement comment se place, selon elle, l'événement de sécheresse récent en termes de disponibilité de ressources en eau. Et puis, la deuxième question qu'on a souhaité lui poser, c'était aussi, là encore, à quel type d'évolution doit-on s'attendre dans le contexte du changement climatique? Et enfin, aussi, quelle est ta perception, parce qu'on se connaît bien, on se tutoie, et donc du niveau de compréhension de l'information disponible et des demandes des acteurs de la gestion de l'eau. Alors, Agnès, à toi la parole. Merci beaucoup, Serge. Et j'aurais aimé présenter mon écran parce que j'ai préparé quelques éléments pour répondre à ces 3 questions, mais je n'ai pas le droit. Ah, je m'en occupe. Alors. Est-ce que maintenant c'est possible? Je pense, oui. Oui. Alors, non, ça ne fait pas ce que je veux. Voilà. Okay. Donc, je vous remercie d'abord de cette invitation et puis je vais tâcher le plus rapidement possible donc, de répondre aux 3 questions que Serge a énoncées et qui sont écrites ici. Donc, je commencerai d'abord par comment se place l'événement de sécheresse 2022 en termes de disponibilité des ressources en eau. Donc, au-delà des changements de précipitation qui définissent la sécheresse météorologique, ce qui a été très marquant en 2022, c'est
l'étendue des mesures de restriction de prélèvement en eau sur le territoire, comme indiqué par cette carte qui vient d'un site national, ProPluvia, et qui montre que c'était au mois de août et septembre, à la transition août-septembre 2022, on avait seulement 3 départements sur 96 qui n'étaient pas du tout atteints par des mesures de restriction en eau qui apparaissent en jaune, en orange et en rouge sur cette carte. Et ces 3 départements, c'était des départements de l'Île-de-France. Voilà, ici. Énormément de zones en rouge avec une restriction de type crise où les seuls prélèvements autorisés étaient ceux pour l'eau potable, la sécurité civile, donc la lutte contre les incendies, et où en particulier tous les prélèvements à visée agricole étaient normalement interdits, sauf dérogation. Et donc, on avait 16 départements qui étaient 100% en crise, qui ne s'étaient jamais vus. Donc, le texte qui est écrit à côté vous donne quelques exemples à quel point ça a influencé la vie des gens. Par exemple, la ville de Gérardmer dans les Vosges a dû boire l'eau de son lac, et puis l'île de Groix, plus proche de l'intervenant précédent, a dû installer temporairement une usine de dessalement pour faire face à la fois à la sécheresse et à l'afflux de touristes. Beaucoup de communes en France étaient sans eau potable au mois d'août et début septembre. Et puis, en termes aussi de niveau d'eau dans les grands ouvrages de stockage français, donc les lacs artificiels, les niveaux étaient extrêmement bas. Je cite quelques exemples. Et comme la plupart de ces ouvrages servent à de la production hydroélectrique, en fait, elle a été diminuée de 25% sur le premier semestre 2022 par rapport à l'année précédente. Et finalement, ça m'amène à expliquer pourquoi on a eu une telle sécheresse hydrologique, là, parce que les restrictions d'eau sont engagées par les préfets quand les niveaux d'eau dans les rivières et dans les nappes tombent en dessous de valeurs seuil qui sont définies régionalement par les services de l'État. La raison principale, c'est qu'on a eu un déficit de pluviométrie tout le long du premier semestre 2022 et la fin de l'hiver 2021, comme Serge l'a dit, avec une baisse de précipitation, un déficit de précipitation donc de 25% en été et un mois de juillet où il n'a quasiment pas plu sur toute la France. Voilà, donc à noter que cette sécheresse se caractérise aussi par sa longueur, avec en décembre 2022 encore 28 départements qui avaient des mesures de restriction, au moins partiellement, et puis avec évidemment des réactions politiques, puisque vous avez peut-être entendu parler du plan anti-sécheresse présenté par le gouvernement la semaine dernière. Moi, je n'ai pas encore eu les éléments factuels, mais en tout cas, c'est une bonne chose qui s'empare de la question. Maintenant, si on place ça dans le temps, ce graphique vous montre depuis 2012 où le cadre de décision des restrictions de prélèvement en eau est stable dans notre pays, obéit aux mêmes grilles, l'évolution dans le temps de ces mesures de restriction. Et on voit une augmentation de ces mesures de restriction sur le territoire français, qui s'explique probablement par 2 causes. Premièrement, donc il manque les dernières années, hein, c'est des chiffres, des statistiques nationales. Le pourcentage des communes. Les années 2017, mais surtout 2018 et 2019 ont été des fortes sécheresses. Donc ça joue sur les restrictions. Et par ailleurs, c'est des décisions humaines. Donc, on peut aussi imaginer que les préfets, les instances de l'État et les comités sécheresse, en fait, aient été de plus en plus vigilants à éviter, en fait, que les niveaux d'eau baissent trop, puisque ces restrictions d'eau visent à réduire les sécheresses hydrologiques, c'est-à-dire les baisses des niveaux dans les rivières et dans les nappes trop bas, ce qui empêche en fait à terme de pouvoir pomper pour les autres usagers.
Alors, si on doit généraliser sur le plus long terme, avec des indices qui permettent de comparer les sécheresses d'année sur l'autre, et je ne vais pas vous détailler ça, vous voyez ici la sévérité des sécheresses. Donc, on a des sécheresses fortes quand on est dans les valeurs les plus rouges possibles pour le mois d'août 2022, avec un certain critère d'analyse. Et donc, vous voyez que les valeurs très rouges, on en trouve beaucoup dans le sud de la France, mais aussi dans le nord et dans une grande partie de l'Europe, donc l'Italie par exemple ici. Et vous voyez l'évolution de ces indices de sécheresse dans le temps, dans les deux boîtes vertes qui sont ici, donc le sud de la France, sud-est, et puis l'Italie du nord. Et donc les sécheresses apparaissent en rouge et vous voyez qu'on a une intensification en fait dans le temps de ces sécheresses. Depuis 1989 en gros, qui est une année connue de très fortes sécheresses, puis il y a eu 2003 et puis 2005 et puis 2018, 2019, 2022. Et vous voyez que dans cette région, avec cet indice, la sécheresse de 1976 qui est là, ne ressort pas particulièrement fortement. Et donc, ces couleurs de plus en plus rouges vers les valeurs négatives dans le temps récent, on peut voir ça comme le signe, la signature en fait du changement climatique qui est en train de se réaliser et qui amène en France, et notamment dans le sud de la France, à une baisse des ressources en eau. Si maintenant on s'intéresse plus largement sur le territoire français, en fait ici on compare ces indicateurs de sécheresse sur tout le territoire français et les cartes représentent les années où ces indicateurs de sécheresse donnent les valeurs les plus négatives, donc indiquent la plus forte sécheresse depuis 1959. Et ce qu'on voit pour ces deux cartes qui se ressemblent beaucoup, et je ne vais pas détailler, c'est qu'en fait, dans tout le nord de la France, la couleur verdâtre indique que c'est 1976 qui est la plus grave sécheresse selon ce critère. Alors que dans tout le sud de la France, c'est des sécheresses plus récentes qui sont les plus graves. Et là encore, ça montre quelque chose qui qui ressemble à ce qu'on prédit pour le futur sous l'influence du changement climatique. Donc, pour moi, c'est la signature déjà du démarrage du changement climatique sur les sécheresses. Pour comparer ces indicateurs à des tendances sur les débits dans les rivières en France, cette carte vous montre les tendances sur les débits moyens dans un certain nombre de cours d'eau qui ont été bien choisis pour ne pas être trop influencés par les actions humaines et qui montrent qu'on a des tendances négatives quand on a des triangles vers le bas et de plus en plus intenses avec les couleurs les plus marrons. Donc, sur tout un ensemble sud-est de la France, donc c'est assez cohérent avec ce qu'on avait précédemment sur la base d'une analyse des seules précipitations. Et en parallèle, on a le même genre de signal aussi sur les débits d'étiage, donc les débits les plus bas au cours de l'année, et sur la durée des étiages aussi, ce qui est important en fait pour les usagers de l'eau. Maintenant, si on regarde ce qu'on peut dire du futur, de ce qui nous attend dans les décennies qui viennent, pour ça, on procède avec de la modélisation climatique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une illustration de ce qui est fait dans les rapports du GIEC. On fait des hypothèses sur les émissions de gaz à effet de serre parce que c'est ça qui réchauffe la planète, qu'on interprète par des modèles climatiques globaux et qui nous donnent des cartes sur toute la planète de changement des précipitations sur la planète et des changements de température également. Et pour savoir mieux ce qui se passe sur la France, on mobilise des méthodes particulières de différents types qui permettent d'avoir une meilleure résolution spatiale et temporelle de ce qui se passe en France. Et à partir de ces projections climatiques à plus petite échelle, on peut alimenter des modèles hydrologiques qui vont nous permettre de prévoir ce qui peut se passer sur les débits des fleuves, dans les nappes phréatiques, dans l'humidité des sols, sur un territoire comme la France. Et je vais vous montrer quelques résultats seulement. Mais avant ça, je veux insister sur un point qui est vraiment très important, c'est que sur ce qui concerne le cycle de l'eau, donc les précipitations, mais aussi ce qui en découle en termes de ressources en eau, débit dans les rivières, niveau d'eau dans les nappes phréatiques et humidité des sols,
il y a énormément d'incertitudes, c'est-à-dire que les modèles climatiques ne sont pas tous d'accord sur ce qui nous attend, et notamment en France, qui est, je vais vous l'illustrer plus tard, en plus avec un zoom, la France qui est à la transition entre des zones de baisse des précipitations dans le pourtour méditerranéen et d'augmentation des précipitations dans l'Europe du Nord. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, ce qui nous interdit en fait d'avoir des conclusions très fermes sur ce qui nous attend d'un point de vue des ressources en eau. Et donc, comme généralement, je suis très bavarde, j'ai été directement au résumé de ce qu'on attend, en particulier sur le nord de la France. C'est ce que j'imaginais que vous attendiez principalement, puisqu'on parlait principalement, puisque le premier intervenant parlait de la Bretagne. En tout cas, pour le nord de la France, ce qui caractérise ce que, en tant que climatologue et hydrologue, on peut vous dire, c'est qu'on a des fortes incertitudes sur l'évolution des précipitations des prochaines décennies. Donc, les précipitations annuelles, en moyenne annuelle, et c'est ce que vous voyez ici, ça c'est des zooms sur l'atlas interactif du GIEC en fait, pour un scénario d'évolution très pessimiste avec aucune mesure d'atténuation des émissions humaines en gaz à effet de serre, et c'est des cartes aux alentours des années 2050, par comparaison avec la fin du XXe siècle. Donc, quand c'est bleu, c'est que les précipitations augmentent. Quand c'est marronasse, c'est qu'elles baissent. Donc, les précipitations annuelles ont plutôt tendance à augmenter dans le nord de la France, mais partout où il y a des hachures, c'est que les différents modèles, et il y en a 32 là, qui sont synthétisés, ne sont pas tous d'accord sur le signe. Donc, la réponse est très incertaine. Les précipitations estivales, en revanche, et c'est ce qu'on voit ici, ont plutôt tendance à baisser de manière robuste dans le sud de la France et de manière moins robuste dans le nord-est de la France. Et en Bretagne, ça va baisser. Si l'on en croit donc ces projections du GIEC qui sont les toutes dernières qui sont disponibles. Sur l'évolution des débits, on a des projections plus robuste, moins d'incertitude, parce que les débits, en fait, on peut les définir comme la différence entre les précipitations et l'évaporation. Or, l'évaporation, elle va avoir tendance à augmenter parce que la température augmente. Et donc, ça va réduire les débits à précipitation constante. Or, là, et quand les précipitations ont tendance à baisser, eh bien, ils vont réduire encore plus. Donc, on a des tendances à la baisse qui sont plus marquées sur les débits que sur les précipitations. On a aussi des tendances à la hausse qui sont moins marquées sur les débits que sur les précipitations, toujours à cause de ce rôle de l'évaporation. Et en été, on a des baisses robustes sur toute la France associées à une intensification des sécheresses. Et par ça, j'entends que les sécheresses seront plus sévères, c'est-à-dire que les niveaux les plus bas seront plus bas qu'à l'heure actuelle, plus longues et plus fréquentes dans le temps, dans les années. Alors, je voulais aussi préciser ce qui, outre les incertitudes qui sont un vrai point bloquant, et peu ou mal étudié à l'heure actuelle, c'est le cas des sécheresses pluriannuelles. Donc ça n'a pas été encore bien analysé à partir des projections climatiques et hydrologiques. Alors qu'en fait, l'année 2022 et l'hiver en cours posent vraiment cette question. L'effet aussi des prélèvements en eau sur les sécheresses, c'est pas encore quantifié à l'échelle d'un territoire comme la France, même s'il y a peut-être des études locales. Le cas de la Bretagne aussi amène à parler d'une problématique liée aux sécheresses, qui est les intrusions salées dans les zones côtières. Et qui sont favorisées par des niveaux de nappe bas. Et donc, avec des sécheresses plus intenses, ces intrusions salées seront favorisées à l'avenir et ça réduit la qualité de l'eau, évidemment. Ce qui favorise aussi les intrusions salées, c'est l'augmentation du niveau de la mer, qui est une des autres conséquences absolument certaines du réchauffement climatique. Et enfin, tout ce qui concerne la qualité de l'eau, ce n'est pas forcément toujours très bien étudié. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, avec des débits plus bas, donc des concentrations, des matières plus concentrées et des températures atmosphériques qui entraînent des températures de l'eau plus chaudes, ça ne va pas dans le bon sens pour la qualité de l'eau.
Donc, je passe rapidement des cartes issues de différentes études qui vous montrent des projections de changement des débits en France. Donc là, c'est à l'échelle annuelle, en moyenne estivale, où vous pouvez avoir dans le sud de la France des baisses jusqu'à supérieures à moins 50%, donc division par moitié, qui sont relativement robustes sur le 21e siècle. Et puis, quand même, pour vous montrer les incertitudes, c'est un autre type de projection du même type qui était un petit peu plus ancien et où vous ne voyez pas tout à fait les mêmes motifs géographiques, mais avec quand même cette tendance à la baisse des débits sur tout le territoire français. Et la dernière question qu'on m'avait posée, c'était quelle était ma perception du niveau de compréhension de l'information que j'ai essayé de vous résumer très très vite et des demandes des acteurs de la gestion de l'eau. Alors en termes de compréhension, je pense que ça dépend beaucoup des acteurs et de la période qu'on regarde. Donc si on regarde les changements du passé, au cours des dernières décennies, il me semble que la plupart des acteurs sont au courant des tendances à l'échelle de leur territoire et j'en veux pour preuve ce que nous a dit l'intervenant précédent sur son territoire du pays Bigoudin Sud. Ce que je ne sais pas, c'est si en termes de prélèvement d'eau, de pression humaine sur leurs ressources en eau, ils sont capables de comparer avec les territoires alentours ou dans d'autres régions. Alors que les prélèvements jouent en fait sur la disponibilité des ressources en eau, parce que quand on prélève, ça n'est plus disponible dans le milieu. Après, en ce qui concerne la disponibilité en eau du futur, alors là, je pense que c'est extrêmement variable selon les gens. Il me semble que les gestionnaires de l'eau à grande échelle, type agence de l'eau, Office français de la biodiversité au niveau national, certains EPTB, les grands traiteurs d'eau, Veolia ou bien EDF, à mon avis, sont très bien au courant. Ils mènent leurs propres études, ils suivent la littérature scientifique. Les gestionnaires de l'eau à plus petite échelle, comme les communautés de communes ou ce genre de choses, j'espère, sont un petit peu au courant. J'ai compris que les élus se renseignent et c'est tant mieux, mais est-ce que toute la connaissance est mise à jour en temps réel? Je ne sais pas. Et pour les autres industriels que les grands groupes de l'eau, de l'électricité, et pour les agriculteurs, je ne sais pas à quel point ils ont connaissance aussi des projections du futur en ce qui concerne leur territoire. Et ça paraîtrait une bonne pratique d'être capable de leur expliquer tout ça. Si vous voulez, on pourra discuter tout à l'heure de ce qui est fait au niveau français quand même pour donner accès un petit peu à ce type de données. Après, ma perception des demandes des acteurs de la gestion de l'eau, à mon avis, la plupart des demandes d'information sont assez localisées, c'est ce que j'ai appelé autocentré, c'est-à-dire que c'est vraiment le territoire qui est géré par des gestionnaires qui est d'intérêt, et c'est bien compréhensible. Et puis, je me demande si quand même il n'y a pas un petit biais au court terme, alors que le changement climatique, il va se développer sur plusieurs décennies, c'est-à-dire que le changement climatique des prochains 20 ans, il est déjà complètement acté. On n'a plus beaucoup de prise dessus en termes de modification par nos émissions en gaz à effet de serre. Mais ça va continuer tout le long du XXe siècle. Et avec les ressources en eau estivales, a priori, elles vont baisser pendant encore donc, de nombreuses décennies. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant.